Et hey, hop, on y va, c'est parti pour le grand débat du vendredi sur Boursorama. Il va y avoir du chaud mais du fond aussi, et c'est ça qui est bien. Avec nos deux amis, Philippe Manière, bonjour. Bonjour David. Président de Footprint Consultant, et Eric Ayer, bonjour. Bonjour. Directeur du département Analyse et Prévision de l'OFCE. Voilà qui est dit pour l'instant, mais c'est quoi? Une news, une info? Non? Un scoop? Non, bon. La question du grand débat, c'est quoi? C'est le bilan du président Trump. Est-il si mauvais? Est-il si nul? C'est ce qu'on entend quand même à quasiment toutes les émissions, donc on va essayer de prendre un peu de recul, parce que c'est vrai que c'est un sport national que de taper sur Trump. En France, on aime bien, mais en même temps, les gars, il n'y a pas eu de krach boursier que je sache. Il y a 3% de croissance depuis 6 mois aux États-Unis. Les marchés actions sont au top. Le Nasdaq est à, je sais pas, plus 20% depuis le début de l'année. Il n'y a pas eu de catastrophe. Ça ne veut pas dire que pour autant le bilan est bon, mais il y a peu de calamité, non, depuis son élection? Non, il n'y a pas eu de catastrophe, c'est vrai. Alors, il y aura peut-être une catastrophe, mais pour le moment, il n'y a pas eu de catastrophe. Simplement, on ne peut pas accréditer quelqu'un d'être bon simplement parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Alors, le premier point sur lequel moi je voudrais qu'on insiste un peu, parce qu'on dit toujours c'est le président, ça va bien, donc c'est grâce au président. C'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a en économie toujours un effet d'hystérésis, un effet de décalage entre les mesures qui sont prises et leurs résultats. Et donc, si aujourd'hui les choses vont bien, c'est peut-être dû à des conditions qui sont particulièrement accommodantes dans le monde et en particulier en matière de politique monétaire. On y reviendra. C'est peut-être dû aussi à des choses qu'a faites Obama et qui se traduisent aujourd'hui par des chiffres positifs. En tout cas, il y a très peu de choses qu'on peut honnêtement imputer au président des États-Unis qui est là depuis seulement un an. Parce que quoi qu'on fasse, quand on fait quelque chose, ça a des retombées positives ou négatives au bout d'un an, 18 mois, 2 ans, mais certainement pas dans la minute. Deuxième chose très très importante que les gens connaissent mal à propos des États-Unis, le président a extrêmement peu de pouvoir aux États-Unis. Alors évidemment, c'est l'homme le plus important du monde, l'homme qu'on réputé le plus puissant du monde. La vérité, c'est que les institutions américaines donnent la quasi-totalité du pouvoir au Congrès et pas au président. Bien sûr, il peut mettre sur le bureau du Congrès un certain nombre de choses, il peut faire, on est en train de le voir, signer des choses avec ostentation, mais sa capacité à prendre des textes qui changent véritablement les choses pour le pays est très limitée. Elle l'est d'autant plus qu'aujourd'hui, on a un Congrès qui, c'est pas d'ailleurs complètement lié à Trump, ça fait longtemps qu'il est dysfonctionnel, comme disent les Américains, qui est un peu paralysé. Les républicains eux-mêmes sont très divisés. Dans la situation actuelle, Trump aura beaucoup de mal à faire passer des choses révolutionnaires. Et puisqu'on parle de son bilan, il y a un certain nombre de choses qu'il a voulu faire, comme vous savez, qu'il n'a pas réussi à faire. En particulier, par exemple, la suppression de ce qu'avait fait Obama en matière d'assurance santé. Donc, encore une fois... Alors qu'il a la majorité soyons prudents, les choses vont bien. Trump est modérément aimable, je crois que tout le monde en conviendra volontiers, mais on ne peut pas effectivement lui reprocher d'avoir fait advenir quelque catastrophe que ce soit. Mais si toutefois il fait quelque chose de bien, et ça sera difficile compte tenu des institutions américaines, on n'en verra pas le bénéfice avant assez longtemps. Donc soyons prudents en disant un an on fait le bilan, voilà ce qu'il en est des États-Unis, c'est grâce à lui. Non, ça c'est faux. Oh, mais je suis complètement d'accord, même j'irai plus loin. Je pense que ça va bien parce que justement il n'a pas tenu ses promesses. Oui, voilà. On peut aller C'est-à-dire que là. globalement, oui, il y a eu 3 promesses pour les simplifier. Il y avait 1, le protectionnisme, 2, les baisses d'impôts, et 3, la dérégulation financière. C'était un peu là-dessus qu'il a été voté. Regardons qu'il a été élu. Les baisses d'impôts, pour l'instant, rien. Il n'arrive pas. Ça va peut-être venir. Oui, mais c'est en cours. Mais pour l'instant, rien. Alors, il n'y a que des effets positifs parce que ça a été un peu anticipé par les marchés. C'est pour ça que les marchés ont augmenté. Mais pour l'instant, il n'y a pas de baisse. Les infos qu'on a, c'est que le Sénat serait d'accord, mais ça serait étalé dans le temps, les baisses d'impôts. Mais oui, parce que vous voyez que normalement, ça devait aller jusqu'à le plan dans sa globalité, jusqu'à 30 points de PIB sur 10 ans. Donc, vous voyez, à peu près 3 points de PIB par an. Et là, maintenant, on parle de 10 points de PIB sur 10 ans. Donc, déjà, ça serait plus que 1 point de PIB au lieu de 3. Et puis, on ne sait pas. Vous voyez, les baisses d'impôts sur l'IS, là, on nous indique hier soir que ça serait peut-être pour 2019. Donc, c'est plus pour tout de suite. Donc, vous voyez, sur les baisses d'impôts, on n'en sait pas grand-chose. On a fait ça en France aussi, les réformes qui sont décalées, qui commencent en 2019. D'accord, mais c'est pas complètement exotique non plus. Oui, et après, on peut se dire, est-ce que c'est le bon moment aussi de faire un choc de 30 points de PIB? Et c'est pour ça, heureusement qu'ils n'ont pas fait un choc de 30 points de PIB. Vous voyez, on parlera de la situation économique. Elle est quand même aujourd'hui quasiment à pleine utilisation de leur capacité de production. Si vous faites un choc à ce moment-là, même un keynésien comme moi, un choc de demande à ce moment-là, c'est inflationniste. Mais si elle était vraiment à pleine capacité, l'économie américaine, on n'aurait pas un taux d'inflation qui est aussi bas. Alors, c'est pas complètement faux. Non, mais c'est pas complètement faux, mais on est, vous voyez, quand vous avez 4,1 de chômage, on peut penser qu'effectivement, avec un taux d'emploi, on n'est pas loin du plancher. On n'est pas loin du plancher. On n'est pas le vrai taux de chômage. Non, ok, mais même si vous rajoutez... Non, mais attendez, d'abord, David, il est ni plus ni moins faux aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire que
on peut toujours discuter de la capacité d'une participation. statistique la à rendre la vous réalité. connaissez. C'est la même chose aujourd'hui qu'hier. Le taux de participation est certainement plus intéressant, le taux de participation au marché de l'emploi. Là-dessus, il y a des chiffres qui sont un peu moins enthousiasmants, évidemment, que le 4,1%. Enfin, ils sont quand même relativement bons en tendance. Alors après, il y a des effets structurels qui se déroulent aux États-Unis comme ailleurs, de la mondialisation, du vieillissement de la population, de l'inadaptation de la population aux besoins, de la main-d'œuvre aux besoins des employeurs. On peut dire beaucoup de choses. Franchement, si on était à 4,1% de chômage en France, je pense qu'il y aurait certainement des gens qui chercheraient la petite bête en disant que ça ne reflète pas exactement, mais on serait quand même d'abord assez contents. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient à 10 il y a 5 ans, 6 ans. Donc il y a quand même, et encore une fois, Trump n'y est strictement pour rien, d'ailleurs Obama pas pour grand-chose, mais enfin, l'économie américaine s'est reprise dans des conditions formidables, et quand on va de temps en temps aux États-Unis, ce qui est mon cas, on voit bien que certes, il reste des poches de difficultés économiques, mais enfin, c'est quand même un pays qui va beaucoup, beaucoup mieux que la France sur le plan économique. C'est pas discutable à l'instant. Alors, je serais encore une fois d'accord avec Philippe, à des exceptions de près, et c'est étonnant que Philippe ne le relève pas, parce que c'est une phobie normalement chez Philippe, en tout cas sur la France, c'est qu'il y a un déficit colossal, une dette publique colossale et un déficit commercial gigantesque. Donc, du coup, on voit bien que ça va bien. Mais là, ça le dérange. Ça va presque. Non, si, ça me dérange. Ça va presque trop bien. Non, mais là, on peut même se retrouver là-dessus. Et alors, c'est là où on ne sera pas d'accord, c'est qu'une partie, pourquoi l'économie américaine a rebondi un peu plus que l'européenne, c'est qu'ils ont laissé filer les déficits. Et ils ont laissé 8, 9, 10% de déficit. Ça fait mal, hein, pendant Philippe, des années. Ça fait pas mal, ça pique un peu quand même. Non, ça pique pas, parce que je suis complètement d'accord. Regardez, moi, je suis pas un admirateur sans réserve des États-Unis. Vous voyez, sur le plan fiscal, ou en France, comme vous le savez, je suis modérément favorable aux hausses d'impôts et plutôt favorable aux baisses. Aux États-Unis, compte tenu de la structure de l'impôt aux États-Unis, je suis plutôt favorable à une hausse d'impôts, en particulier sur les plus riches. Donc, je suis pas borné. Je comprends que les États-Unis ne sont pas un modèle sur bien des sujets. Et encore une fois, il y a bien des recettes que je serais désireux de voir appliquer en France, dont je pense qu'elles ne sont pas du tout adaptées aux États-Unis. Donc, ne biaisons pas le débat. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de déficits. Ce qui est vrai aussi, et Eric le sait, c'est que c'est moins important aux États-Unis qu'en France, pour des raisons qui peuvent paraître injustes, mais qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire que voilà, ils ont la rente, la banque centrale, le dollar, etc. Cela dit, encore une fois, moi je veux bien qu'on critique les États-Unis. Les États-Unis sont de temps en temps en excédent. On a oublié que sous Bill Clinton, ils étaient remontés en excédent un temps. Nous, il faut remonter à 74 pour voir un excédent budgétaire. Non, mais pardon. Donc les États-Unis ne sont pas vertueux. Je pense, comme Eric, sans doute, qu'ils font aujourd'hui trop de déficits. Je suis plus inquiet, moi, sur le commerce extérieur. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un problème. Alors là, pour le coup, on va peut-être être en désaccord sur ce point-là. Je pense qu'il y a un problème d'offre américain qui est très net. C'est-à-dire qu'ils consomment trop par rapport à leur capacité de servir le consommateur américain du point de vue de la production des entreprises. Donc j'en reviens sur les trois piliers. On a parlé du premier, les baisses d'impôts. Pour l'instant, en tout cas, ça ne repart pas mieux à cause de ces baisses d'impôts. Elles n'ont pas encore vu le jour. Il y a peut-être les marchés financiers qui l'ont anticipé, mais ils peuvent. Le deuxième, c'est effectivement le protectionnisme. C'est peut-être le seul élément un peu intelligent du diagnostic de Donald Trump, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation américaine ou même britannique et européenne, on a l'impression quand même que le taux de change est manipulé. Effectivement, aujourd'hui, il y a des déficits colossaux au Royaume-Uni, 4,5 points de balance courante en déficit, 2,5 points aux États-Unis et plus 4 en Europe. Vous voyez, la balance courante européenne. Grâce à l'Allemagne. Si on enlève l'Allemagne. Et les Pays-Bas. Il y a les Pays-Bas. L'Allemagne, les Pays-Bas. L'Allemagne, mais c'est sûr que l'Allemagne avec 9 points, de l'excédent. Ils ont 9 points d'excédent, enfin 8 points, 7. Et donc, du coup, normalement, si l'économie était bien faite, l'euro devrait exploser, et par rapport au dollar et par rapport à la livre sterling. Et donc, effectivement, je suis à la place de Donald Trump, je dis... Pourquoi aujourd'hui, alors que je suis largement déficitaire, le taux de change a augmenté à l'époque? C'est parce que les Chinois, comme les Européens, voire les Allemands, parce que pour lui, les Européens, ce sont les Allemands, manipulent le taux de change. Donc, ce qui d'ailleurs est une analyse qui est discutable, parce que la raison pour laquelle... Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même un problème d'adéquation des politiques monétaires. On ne peut pas tout poursuivre comme objectif avec une politique monétaire. L'Europe fait l'analyse, à mon avis, il faudra qu'elle s'arrête assez vite, mais pour le moment, fait l'analyse qu'il faut garder des taux bas pendant un certain temps pour être bien sûr que l'économie est de nouveau robuste, que le problème de la dette est derrière nous. La BCE a commencé quand même 5 ans après la Fed. Elle a fait 5 ans après la Fed. Oui, d'accord, mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, durablement, on sait que la BCE a et aura des taux très bas, alors que la Fed a commencé à remonter, pour partie, comme vous le disiez, parce qu'elle avait commencé elle-même à baisser les taux plus tôt, et aussi parce que l'économie américaine va beaucoup mieux. Mais oui, mais d'accord. Mais si l'économie... Alors, dans ces cas-là, si elle devait augmenter trop rapidement... Le lien
avec Trump, c'est quoi juste le lien avec Trump là? Mais non, mais c'est-à-dire que normalement, si les taux d'intérêt devaient augmenter, le dollar s'apprécierait par rapport à l'euro et les déficits commerciaux, surtout si vous faites une relance à ce moment-là, seraient abyssaux. C'est ça qu'il faut surtout pas faire de relance comme il veut le faire. Bah oui, mais il faut pas la faire, mais on voit bien que du coup, si vous voulez la faire, il faut du protectionnisme. Effectivement, c'était ça la seule logique. Ça, c'est la recette de la catastrophe. Bah oui, mais ça aurait été. C'est une logique imbécile. C'est-à-dire, comme il veut faire une bêtise, il invente une autre bêtise pour corriger la première. C'est pour ça que je vous dis que heureusement qu'il n'a pas tenu ses promesses. Parce qu'effectivement, s'il avait fait ces deux promesses, ça aurait été une catastrophe. Et puis il y a la troisième promesse, la dérégulation financière. Là, il est en train de tenir cette promesse. Bah oui. Notamment par la nomination de Jérôme Powell à la tête de la Fed. Alors ça renforce un peu, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'avait dit Philippe, c'est-à-dire qu'attention, Trump ne peut pas tout et le président de la Fed non plus. Mais bien sûr que ça renforce un tout petit peu cette idée de on va déréguler. Là, le Congrès a voté une nouvelle loi qui devrait remplacer la loi Dodd-Frank. Et donc, rappelons, la loi de Dodd-Frank, ça a été mis en place en 2010 pour essayer de ne plus reproduire les effets de 2008, de cette trop forte dérégulation. Là, on est en train de revenir aux États-Unis sur cette loi. Attention, ça serait catastrophique, justement au moment où on est en haute cycle. Moi, alors pour le coup, je suis toujours très contracyclique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en haute cycle, c'est là où il faut réguler un peu plus fortement. Et quand on est en bas de cycle, par contre, il faut donner de l'oxygène. Et là, aujourd'hui, déréguler quand on est en haute cycle, ça peut être une catastrophe. Il conviendrait qu'on a régulé en bas de cycle, ce qui n'était pas très malin. C'était pas malin. Et donc, il est possible que ça ne soit pas idiot. Enfin, comme vous savez, la loi Dodd-Frank, c'est 3500 pages. Les lobbies ont fait tout le travail pour que ce soit impénétrable. 2300, ça devait être voilà, c'est considérable. Il y a des annexes. C'est énorme, illisible. Il y a sans doute des choses qu'il fallait faire. Il y a peut-être aussi des choses qui sont inutiles, voire contre-productives. Donc, moi, l'idée qu'on la re-toilette, ça ne m'empêche pas de dormir. Il y a des sujets sur lesquels, là, pour le coup, on tombe sur les vrais défauts des républicains, et qui en ont, évidemment, comme les démocrates, en particulier sur la protection des consommateurs. Moi, j'ai été relativement choqué que l'un des premiers textes qui a été rapporté par Trump vise la protection du consommateur. Aux États-Unis, un texte qui avait été introduit par le président précédent permettait enfin que l'intermédiaire financier soit tenu d'agir dans l'intérêt de son client, ce qui me semble être quand même le moins. Ce texte a été rapporté ou est en voie de l'être, et donc on se retrouve dans une situation où il y a moins de protection du consommateur, alors qu'on le sait, une partie des excès précédents tenait au fait qu'on casait quasiment de force dans les portefeuilles des gens des produits qui avaient des rendements énormes, mais auxquels étaient attachés des risques déraisonnables qu'on n'aurait pas dû faire prendre aux épargnants. Donc il y a des choses qui sont idiotes dans la déréglementation, évidemment, mais l'idée que toute déréglementation est mauvaise est une fausse idée, et je suis d'accord avec Eric sur le fait que c'est pas le moment de déréglementer puisqu'on est en haut de cycle, mais c'était pas le moment de réglementer quand on était en bas de cycle, on l'a fait quand même, il ne faut pas exclure qu'on l'ait fait un peu à l'excès. Mais pourquoi on l'a fait? C'est qu'il fallait redonner confiance, et comment fait-on pour redonner confiance? C'était en régulant. Quand même, dans le bilan, ce qu'on n'a pas dit, c'est quand même la montée des inégalités. C'est-à-dire que, oui, ok, il y a la croissance économique, 3%, mais à qui elle va? Et là, on n'a pas beaucoup de chiffres, on n'en a pas encore pour l'année 2016, mais jusqu'à l'année 2015, on voit que les inégalités continuent à grimper. Ça veut dire que autant sous Obama que sous Trump. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire que, attention, ces bons chiffres de croissance économique révèlent quand même que cette croissance ne va pas à tout le monde. D'autant qu'on a le sentiment, certains disent que la politique économique de Donald Trump est faite pour les puissants, ménages fortunés, multinationales. Les baisses d'impôts, dès que vous baissez les impôts, la réforme fiscale, la déréglementation, on l'a dit, déréglementation. Mais baisser les impôts sur les riches, oui, surtout dans un pays où il y a ce problème de dispersion. Il y a ça, il y a la déréglementation de Wall Street qui est en cours, contrôle aussi moins strict des fusions-acquisitions, l'objectif de faire rapatrier tous les bénéfices des multinationales qui dorment à l'étranger. Tout est fait, on a le sentiment, pour favoriser le big money. Non, mais alors bien sûr, l'atavisme des républicains, c'est que ce qui est bon pour les riches est bon pour l'Amérique. Bon, ça mérite d'être discuté, mais c'est la vision générale des républicains. Et en plus, Trump, si vous voulez, sa posture, elle est depuis le début. Les gens de Washington sont des incapables depuis des décennies. Moi, j'arrive, je suis un doueur, j'ai fait mes preuves dans le business, qui est d'ailleurs très contestable, parce que si vous prenez la richesse qu'il avait quand il commence à diriger ses affaires et celle qu'il a aujourd'hui, ça a progressé, mais moins que l'indice Dow Jones. Donc si on avait mis le même argent en bourse, il y aurait plus d'argent à l'arrivée. Donc c'est un chef d'entreprise pas si brillant qu'il le dit. Mais sa posture, c'est moi, j'arrive, j'ai ma baguette magique, je suis un doueur, je suis un type qui agit, et donc je vais tout changer. Donc il est obligé de prendre des mesures qui donnent l'impression que c'est la rupture, qu'avant c'était Sodome et Gomorrhe et que maintenant on va vers des lendemains qui chantent. Ce qui peut l'amener, et moi c'est pour ça que je suis assez d'accord sur le fait que c'est une bonne nouvelle qu'il n'ait pas réussi à faire grand-chose, ce qui peut l'amener à faire des grosses bêtises, j'allais dire un gros mot. C'est-à-dire que vraiment quand vous décidez que pour plaire aux gens qui écoutent Fox et qui pensent que le monde est pourri parce que personne ne fait rien, vous allez faire n'importe quoi juste pour dire que vous faites quelque chose, évidemment vous avez de bonnes chances de faire des grosses bêtises. Il n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que son bilan n'est pas si nul, c'est parce qu'il n'a pas fait ce qu'il avait promis. Et on vient à ce que je dis,
heureusement que le Congrès, alors ça va sûrement changer, mais le Congrès jusqu'à maintenant n'a pas été capable, voire s'est opposé avec des républicains qui votaient contre, sur l'Obamacare par exemple, le Congrès ne l'a pas suivi, s'est même parfois opposé à lui, et rien ne dit que ce sera un déjeuner de soleil, même pour la réforme fiscale. Ce qui est assez ahurissant de dire qu'il a un Congrès à la base qui a majorité républicaine et qu'il n'a rien réussi, aucune réforme législative qui a réussi à passer pour l'instant. Enfin, c'est la première fois que la réforme fiscale, à part l'Obamacare évidemment, qui est son gros échec, c'est la première fois qu'il met sur le bureau du Congrès quelque chose de vraiment transformant. Alors on verra si ça marche. Ce qui est vrai, c'est que le Parti républicain est agité de mouvements considérables. Il y a quelque chose qui est très frappant aux États-Unis, c'est que dès qu'un sénateur ou un représentant décide qu'il prend sa retraite, tout d'un coup, il se met à baver sur Trump en disant que le type est unfit for the job, etc. Donc, vous avez dans le Parti républicain, ces gens-là, ils vivent de leur mandat électoral, ils ont besoin d'être réélus, donc ils se taisent. Mais la majorité d'entre eux savent bien que Trump est une immense médiocrité et qu'il n'est pas bon pour le parti. Simplement, si vous dites quelque chose contre Trump, il vous empêche d'être réélu. Donc, tant que vous postulez à votre propre réélection en tant que républicain, vous le soutenez. Le jour où vous dites « je lâche l'affaire », c'est spectaculaire. Chaque fois qu'il y en a un qui se retire, il dit « et d'ailleurs, je voulais vous dire que je trouve que Trump est un va de la gueule ». Donc, évidemment, on voit bien que cette majorité, elle est fragile et que Trump, à mon avis, a mangé son pain blanc. C'est-à-dire que dès que les républicains vont réaliser que Trump, dans le fond, commence à perdre un peu de popularité, ils vont commencer à le lâcher. Donc, il n'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant, mais il est assez peu probable qu'il fasse grand-chose à l'avenir. Voilà, on attendra l'effet Trump s'il y en a un. Mais ce qui est vrai, c'est quand on le voit se vanter en disant grâce à moi, il y a eu 1,5 million d'emplois qui ont été créés. Oui. Il y a 3%. Il y en a eu 2,3 millions. Et avant la dernière année d'Obama. Donc voilà. Quand tout va bien, on peut toujours. Vous savez, c'est la posture politique de l'homme politique, c'est sans me vanter, il fait beau. Voilà. Il fait beau. Voilà. Mais c'est pas sa faute. Bon, merci à tous les deux en tout cas, Éric Heyer et Philippe Manière. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau grand débat sur Boursorama. Merci à tous les deux. Merci.